matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 30e épisode des Sommeliers de la lutte. Je suis Max Perriard et je suis en compagnie de toujours l'impeccable Pierre Gastonguay. Et comme vous voyez à l'écran et dans le titre que vous avez cliqué dessus, cette semaine on a eu une invitée spéciale pour venir nous accompagner. Une sommelière, une première sommelière qui va venir nous aider. Fait qu'on a Elisabeth Picard. Comment ça va, Élie? Ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Grande fan du podcast. D'ailleurs, tu as tout clenché dans le dernier formulaire là, pour Revolution. Ouais. On a comme pas le choix de t'inviter. T'es comme la queen du formulaire de ce pay-per-view-là. Fait que... Pour vrai, j'écoutais le pay-per-view puis j'étais comme, hey, je pense que je rentre solide en point. j'ai un bon score, ça. Je pense que ça se passe pas pire. Yeah. On va commencer pour que les gens apprennent à te connaître. Une petite entrevue sur c'est ça, pourquoi t'aimes la lutte, qu'est-ce qui t'a fait aimer ça. Fait que, ouais, parce que nous autres, on te connaît dû à l'humour, on s'est croisés dans des soirées d'humour. En fait, nous, on s'est connus avant l'humour. Pour de vrai? Ouais, on s'est connus grâce à la lutte. L'impro, la lutte, on the side, c'est ça. Bon. Ben écoute, moi, l'entrevue n'a même pas commencé, je n'ai déjà appris. Mon Dieu, ça va bien. Mais bref, on se connaît déjà. Mais moi, je suis curieux de savoir parce qu'on parle de lutte, ce podcast de lutte, évidemment. Ça vient où, ta passion pour la lutte? Ça part de où, tout ça, cette lubie de lutte-là, chez vous? Ben écoutez, moi, je me souviens du premier souvenir de lutte que j'ai eu. C'était en 97. Oh, wow! Pendant une soirée où il y avait des gens dans ma famille qui étaient chez moi, je me suis mis à zapper à télé. Je suis tombé sur TSN, c'était Monday Night Raw. Que je connaissais pas encore à l'époque. Tout ce que je me souviens, c'est que ce soir-là, j'ai vu Jeff Jarrett crisser un coup de guitare à quelqu'un. J'ai vu, je crois, Stone Cold Steve Austin, puis j'ai vu un gars des Disciples of Apocalypse, parce que c'était l'époque des Gang Wars. Ça, c'est mon plus vieux souvenir. Puis là, dès que j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God! » On parle de quoi? Il me semble que, comment ça, je connais pas ça. Puis là, j'ai 9 ans à ce moment-là, tu sais. Puis là, par la suite, j'ai appris que du monde dans ma famille qui aimait un peu ça. Surtout un de mes oncles, mon seul oncle, c'est vrai, mon parrain, qui est aussi un grand fan de lutte, puis commençait à aller voir moi, j'écoutais Raw à TSN, j'écoutais Nitro à RDS en français. À l'époque, justement, là, 98 à 2000, où la grosse partie de la Monday Night Wars. C'est-tu ton era préféré, justement, vu que t'as grandi un peu, ou t'as appris la lutte avec le Attitude Era? C'est-tu ton moment de lutte préféré, ou t'as mieux le début des années 2000, ou le début des années 2010, là, qui est... C'est sûr que je crois qu'en ce moment, on a la meilleure lutte dans le ring possible, comparativement avant, mais en étant jeune... Écoute, c'est un produit adulte. Ouais, c'est ça. La magie de découvrir quelque chose. Des affaires que on va voir que je vois ça à cet âge-là. Puis c'est la meilleure chose. Tu sais, c'est sûr qu'avec du recul, tu vois qu'il y avait beaucoup de failles, beaucoup de choses ridicules qui se passaient. Puis on accepte que, tu sais, on accepte la magie de l'Attitude Era. Ben oui, c'est ça. Surtout avec les yeux d'un enfant, là, tu vois pas tous les détails, toutes les failles, justement, puis toutes les tricks qui se passent. Mais est-ce que t'es plus une fan de lutte dans le ring, ou t'aimes plus les histoires, t'aimes plus le soap qu'il y a autour de tout ça? Ben, j'aime les deux, parce que moi, j'ai toujours dit aux gens qui posent des questions, comment ça t'aimes la lutte, comment ça t'écoutes ça aussi régulièrement, tu suis le produit, du moins, beaucoup. Ce que je leur dis, c'est un téléroman. C'est mon téléroman, la lutte. Absolument. Il se passe des choses. Puis en plus, il y a des estis de bons matchs. Fait que, tu sais, mais les histoires, tu sais, il y a eu des histoires incroyables là, que j'ai vues, parce que, tu sais, j'ai suivi l'Attitude Era, le Ruthless Aggression Era, qui avait aussi des affaires fucked up qui se passaient à ce moment-là, tu sais.
J'ai arrêté un peu d'écouter autour de 2009-2010 lorsque Ouais. je suis Comme beaucoup rentré de dans monde. PJ Era. Mhm. Parce que ben, ça jouait plus à TSN en plus à ce moment-là. Ça l'a arrêté. Mais j'ai recommencé depuis, je vous dirais, WrestleMania 31, là, Ok, cool. la chaîne de Seth Rollins, Sting Ouais. contre Triple H. C'est là que je suis revenu à suivre le produit vraiment plus T'es là régulièrement. depuis, jamais Ah ouais, décroché. exact. C'est qui ton lutteur préféré, ta lutteuse préférée? Ben, lutteuse actuelle Actuelle et de tous les ou temps, disons. passé. OK. Bon, dans le passé, mon préféré, c'était Stone Cold. Ben oui. Et beaucoup Jeff Hardy. J'étais Ouais. très fan de Jeff Hardy à cause des spots qu'il faisait. Stone Cold, c'est parce que j'ai vu le meilleur de Stone Cold. Ouais. C'était lui qui était au centre. De tout. Puis De tout. Ah ouais. c'est un des plus Le populaires 6 ever. ans prime de Stone Cold. Ouais. Exactement. Puis aujourd'hui, ben moi, ma préférée, c'est Charlotte Flair. Mhm. Ça va toujours être Charlotte Flair. Elle est incroyable. J'ai énormément d'admiration pour ce qu'elle fait. Dans les gars, c'est Kevin Owens. Ben oui, ben oui. Yeah. Oui. Comme le chandail de Max présentement. Yes, sir. Keomania. Cool. Ben écoute, merci d'être là avec nous autres. Tu vas faire une chronique un peu plus tard aussi dans le podcast. Ouais. Fait que, ben, tu sais comment ça fonctionne, tu t'interviens, tu jases avec nous, c'est une discussion. Aujourd'hui, on va pas analyser nécessairement la lutte vu que on va faire ça la semaine prochaine pour cette semaine, mais on va jaser avec toi. On a quand même plein de belles chroniques qui s'en viennent. Sinon, si on passe d'une personne à une autre. Maxime, toi, Yeah. comment ça s'est passé? Comment ça se passe ta semaine? Comment tu vas? T'es où? Pourquoi? Comment? Puis à quelle heure? Écoute, moi, semaine occupée, mais malgré toute cette semaine occupée, j'ai genre Moi, je suis un gars de passion, tu sais, dans la vie. Mhm. Fait que quand il y a quelque chose qui me passionne, ça devient comme... J'essaie d'amener tout le monde dans mes passions. Puis, j'en ai une cette semaine qui est comme dans mon calendrier à chaque année et qui j'ai toujours hâte que cette fin de semaine-là arrive. Et c'est le concours Croft 2024. Et là, je pose la question, est-ce que vous savez ce que c'est, Croft? Non. C'est sûr que non. Tu sais, quand on parle de niche, ça c'est très niché parce que c'est un concours de chiens, en fait. Et c'est disponible sur YouTube. Vous pouvez aller voir. C'est un site. Fait que c'est un concours annuel chaque année. Puis c'est filmé, c'est diffusé au complet sur YouTube en live. Et il y a différentes catégories. Fait que les chiens les plus rapides, les meilleures races, blablabla. Okay. Mais moi, mon concours préféré que je vous suggère d'aller écouter, C'est de la lutte? c'est... Non, ben pas loin. C'est le Hill Work to Music. Freestyle. Je préfère le freestyle. Et ça, en gros, c'est comme le patinage artistique des chiens. OK? Parce que les chiens, ils font des chorégraphies de danse avec leur maître ou leur maîtresse. Et au son de la musique, tout ça, il y a des costumes, il y a plein de choses. Et c'est genre à peu près, il y a 4 différentes compétitions. Il y a la version juste seulement l'Angleterre qui peut participer, la version internationale. Puis je préfère le freestyle parce que quand c'est pas freestyle, c'est comme le patin artistique où tu dois faire des mouvements précis. Mais le freestyle, tu fais ce que tu veux puis tu racontes l'histoire que tu veux. Donc, je vous conseille cette année, parce que j'ai regardé la version Angleterre, une performance du Roi Lion sur la trame sonore du Roi Lion, d'un tout petit chien que vous allez voir à l'écran en ce moment, qui est super cute et on a construit une espèce de petite affaire, tu sais, de la pierre dans le Roi Lion, puis le chien il se rend là, puis c'est ça, ça fait ça me fait sourire, ça me fait même des fois tirer une larme parce que je trouve ça beau voir ça, des chiens comme ça. Donc je ferai pas une analyse complète, mais c'est ce que je regarde ces temps-ci et je mettrai les liens YouTube. Est-ce que ton rêve ultime serait que ton chien Brock Lesnar participe à ça? Qu'il y ait, je sais pas, un genre d'histoire de lutte qui est racontée avec un petit ring puis qu'il soit comme... Ben, c'est sûr que ça pourrait être cool, mais je pense que Brock ne serait pas le bon chien, malheureusement, pour participer à ça, parce que faut que t'aies quand même un chien qui est bon, qui est pas trop stressé, qui est bon sa pression, puis qui est bon dans une... Ça, c'est des grosses arénas, là, avec plein de spectateurs qui te regardent, qui applaudissent, tout ça.
Fait que c'est comme un contexte de performance que tu peux pas juste genre, ok, on l'a bien fait à la maison, il va être bon là-bas, là, ça se peut. Puis des fois, t'as ça justement, des performances que tu sens le chien est trop stressé, donc il coupe la performance, puis là, le maître le rassure, puis on comme disqualifié, mais tu sais, c'est la vie. Rarement, j'ai vu une fois dans les 5-6 dernières années une blessure, malheureusement, pendant la performance. Mais les chiens, ils font des. Tu sais, les chiens, ils dansent mieux que moi là-dedans. Là. C'est malade. Puis. Ouais. De toute façon, en tout cas, vous allez voir des images. J'ai mis des petits extraits à travers tout ce que je parle. Puis. C'est super cute. Puis je vous invite à aller écouter les petites performances, surtout celle du Roi Lion, qui était ma préférée cette année. Malheureusement, elle s'est faite voler par les juges. Parce que. Il y a des juges et on a enlevé des points très. En tout cas, moi, j'en revenais pas. J'étais devant ma télé puis je criais au scandale. Ça aurait dû être le Roi Lion qui gagne, mais finalement, le petit chien finit 3e. Et c'est une autre personne qui a aussi fait une belle performance qui a gagné, mais moi, je préférais celle du Roi Lion. C'est ça qui se passe dans ma vie. Ben écoute, ça fait des grosses semaines, hein? Ça fait des grosses semaines. Toi, ça fait quoi, toi, dans ta vie? Moi, au moment où vous écoutez ça, j'ai été, mais au moment où on l'enregistre, j'ai pas encore été à la lutte à la Maison de la Culture de Schlag. C'est des galas de lutte qui sont gratuits. Je pense qu'il ne reste plus de billets par contre. De toute façon, même s'il resterait des billets, on est dans le futur. Moi, je suis dans le passé. Fait que vous ne pouvez pas nécessairement y assister, mais je pense que c'est une fois par mois à la Maison de la Culture de Schlag. Fait que j'ai pas encore été, genre, de voir le niveau de lutte. Ça a l'air que c'était excellent. Le premier événement qui s'est passé le mois passé, ça a l'air que c'était incroyable. C'est super le fun. Ça a l'air que ben, non, pas ça a l'air. Le maire d'arrondissement s'est fait faire un bump. Un coup de chaise, je pense, dans le dos, quelque chose comme ça, là. Genre de plaque en tout cas, quelque chose comme une chaise. Plaque en aluminium ou plaque en biscuit. Genre de plaque en aluminium, c'est ça, ouais. Wow! Hey, j'ai hâte de voir. Prends des photos, puis tu nous feras un mini retour là-dessus. Absolument, je vais avec Marc-André Viau, qui écoute le podcast de temps en temps, qui est un collègue humoriste aussi. Fait que on va aller voir ça. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir. En fait, depuis la pandémie, ça fait comme 4 ans que j'ai pas été voir de la lutte live. Habituellement, j'allais souvent à Battle War au Fouf. Je vais y retourner un moment donné aussi, qui est sûrement la meilleure place, ou la FTQ aussi. Au Bain Mathieu. Moi, je suis un grand fan de la IWS. J'ai vu beaucoup de très bons matchs, dont les Young Bucks, entre autres, dans le passé. IWS, gros show la semaine passée. Ouais. 25 ans. Exactement. Fait que, ben ça, il y a de la bonne lutte. On est chanceux à Montréal. On a des belles scènes indépendantes. Complètement. Beaucoup de bons lutteurs qui sont de là. Tu sais, c'est que le niveau local est très élevé. Fait que, c'est bien. Cool. Fait que, on va enchaîner maintenant avec vos commentaires du public. Alors, tout d'abord, on a des retours sur le classement de Revolution 2024. Fait que, on a la gagnante avec nous. D'abord, il y a Steph De Geer, qui a été un autre invité à notre podcast, qui a fini dernier et qui dit « Appelez-moi Deadlass De Geer ». C'est sa gimmick maintenant. C'est ça, sa gimmick. Ça va être l'ultimate jobber qui va se faire squasher partout. On a Fortune Cookie qui a terminé 7e. Fait 7e place, c'est bon. C'est chanceux. Fait que je suis comme parfait. Peut-être qu'on aura le Lucky 7. Et finalement, sur un autre sujet, sur notre dernier épisode, on a Phil Byrne qui nous a dit que lui, son meilleur Sling Blade ou son Sling Blade préféré, c'est celui de GTG, de Crime Time. Fait que là, hey, on recule back in the days. Là. J'ai comme un souvenir vague du Sling Blade de GTG, mais tant mieux. C'est juste celui qui t'a marqué le plus parce que effectivement, il était très. Il y avait beaucoup de ressorts dans les jambes. Le souvenir que j'ai de GTG, là, c'était quelqu'un qui sautait haut quand il sautait. Fait qu'effectivement, le Sling Blade devait être impressionnant. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires en dessous dans la vidéo. Sinon, si vous nous écoutez à l'audio sur Facebook ou sur une plateforme de podcast quelconque, allez sur Facebook justement, allez sur Instagram et faites-nous part de vos commentaires. On va peut-être les lire directement dans le podcast, vos commentaires, si ça ça vous dérange pas, là, en même temps. Vous commentez. Vous faites partie de la communauté, on aime ça. Exactement. Show-offer qu'on a des gens qui nous suivent. On est bien contents. Si vous avez des questions pour Ellie, n'hésitez pas également à les mettre. On va lui faire parvenir par Pigeon Voyageur. Première chronique de cette semaine, chronique Lexix, un classique. Et cette semaine, un petit mot, ça ne sera pas très long, mais c'est le terme moveset. Et je traduirais ça par le terme, genre un répertoire de mouvements. Donc, chaque lutteur a un peu son propre répertoire.
chaque lutteur a son moveset, chaque lutteuse a son moveset. Et c'est dans le fond tous les mouvements que le lutteur ou la lutteuse va faire de manière à travers les matchs. Donc, c'est des mouvements qui sont répétés. Fait qu'on va un peu voir le même type de... Tu sais, on avait souvent le meme que Cena n'avait que le 5 Move of Doom, là, que Cena n'avait que 5 mouvements à son répertoire et qu'il ne faisait qu'enchaîner ces 5 mouvements-là. Bon, c'était peut-être un petit peu exagéré, mais c'est à peu près le principe du moveset, c'est qu'on protège certains mouvements qu'on va faire, ok, seulement cette lutteuse-là, seulement ce lutteur-là va les faire, et les autres, ben, vous n'avez pas le droit d'y toucher, puis ça crée des enchaînements, donc ça crée un peu des répétitions, puis si tu joues à des jeux vidéo, ben, c'est un peu comme les mouvements qui sont liés à ton lutteur ou à ta lutteuse quand tu joues aux jeux vidéo. Donc, c'est ça le terme moveset, répertoire de mouvements. Donc, chaque lutteur a le sien. Et des fois, on enlève un vieux mouvement, on en rajoute un nouveau. Parce que comme dans Pokémon, on peut juste en apprendre qu'un nombre limite. Quand on est à la WWE. Quand on est à d'autres compagnies, on peut en apprendre une infinité. Mais à la WWE, on est un peu plus réduit dans le nombre de mouvements. Moi, je veux ajouter à ça, je sais pas si vous étiez du genre justement à jouer à des jeux vidéo de lutte. Moi, je pouvais passer des heures dans Creator Wrestler à checker tous les moves possibles pour le moveset, checker les petites vidéos, puis genre faire shit, qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce qui me représente le mieux? Plus ça avançait dans le temps, plus tu avais de possibilités, fait que c'est interminable. Ah oui. Puis c'est le fun aussi. Moi, ce que j'aimais quand je faisais ça, c'était de regarder aussi tous les mouvements qu'on voyait pas nécessairement souvent à l'écran, mais qui étaient comme programmés dans le jeu. J'étais comme, pourquoi ça personne fait ça? Genre, pourquoi? Ou genre, change ce move-là de, par exemple, John Cena, puis mets-y le RKO, ça qu'on veut. Puis... Bref. Moi aussi, j'aimais bien ça, explorer ce côté-là des jeux vidéo. La belle façon d'apprendre le lexique de la lutte, de jouer aux jeux vidéo, là, clairement. Là. Ce qui est important aussi, c'est que dans un moveset, il y a des moves signatures et des finishers. Ouais. Mm-hmm. Deux autres mots que faisaient partie du lexique. Mm-hmm. Boom. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout le temps. Et on va poursuivre avec ta chronique, Pierre. Petite chronique, qui le fait mieux? Et cette semaine, c'est quoi? Qui le fait mieux cette semaine? Qui vend mieux? Donc, qui, d'après vous, vend le mieux? Donc, un vendeur de char, un vendeur d'assurance. Qui vend mieux? Donc, entre Brock Lesnar, Ricochet, Dolph Ziggler ou Shawn Michaels, qui le fait mieux? Qui vend mieux, d'après vous? Si vous avez des préférés à vous, vous pouvez aussi l'ajouter à ma liste. Mais d'après vous, entre Brock Lesnar, Ricochet, Dolph Ziggler et Shawn Michaels, qui le fait mieux? Moi, je vais aller de mon côté. Moi, c'est sûr ça va être Ricochet. OK. Je pense que j'avais vu j'ai eu la chance d'aller à WrestleMania, puis je l'avais vu à NXT. Puis c'est ça qui m'avait frappé le plus. La première fois que je l'avais vu, c'est live à quel point ce gars-là, il sell, il vend. Ça a l'air de toujours faire extrêmement mal tous les coups qu'il reçoit, même si son coup, c'est juste se faire lancer par-dessus la troisième corde. Ouais. Fait que moi, pour le côté un peu rubber, on dirait qu'il est fait en caoutchouc un peu, le Ricochet. Il brise jamais, puis on peut le lancer partout. Je veux dire Ricochet. Cool. Ellie? Ben, quatre choix, mais... Si tu veux ajouter à la liste, tu peux... Je comprends pourquoi Brock Lesnar est dans les choix, c'est parce que quand il y a des coups qu'il sonne, qu'on s'attend pas, il vend vraiment bien le fait qu'on s'en attend pas. Quand ça tente d'être là, il vend bien. Ouais. Quand il s'en tente pas... mais je crois que pour tout le côté dramatique du sell, les émotions qu'il fait vivre, c'est Shawn Michaels. Est-ce que tu penses que son meilleur match pour seller, c'est contre Hulk Hogan où il a juste oversellé? C'est un peu tout le match. C'est une belle démonstration de oversell. Là. C'est une grosse joke, là, tu sais. Mais écoute, dans les matchs contre Taker, il vend incroyablement bien. Là, ça n'a aucun bon sens. Là. C'est juste son move qui revole dans le coin et qui passe par-dessus la troisième. Pas beaucoup de monde qui sont capables de le faire comme lui le fait. Là. Puis il vendait bien aussi ses storylines. Il n'est pas juste dans le ring. Tu sais, tellement... en tout cas, non, moi c'est Shawn Michaels.
Cool. Moi, ça va être. Ricochet, moi aussi, pour à peu près les mêmes raisons, mais Shawn Michaels est pas loin, justement, pour toutes les raisons que vous avez dit finalement. Fait que je me trouve directement entre les deux pour tout ça. Sinon, quelqu'un que vous pensez vite comme ça, qui est pas dans la liste, qui pourrait vendre super bien, vite comme ça. Je trouve Sami vend bien. Sami, Surtout quand c'est de vendre une blessure ou vendre quelque chose. Il y a eu comme une période où c'était peut-être les matchs étaient peut-être trop orientés toujours vers ça. Là, je suis content parce qu'on a un petit peu changé le booking de Sami. Avant, c'était comme tous les matchs, il vendait une jambe, il vendait un bras, il vendait quelque chose. Là, ça s'est amené un petit peu moins souvent, puis on le vend aussi peut-être un peu plus fort dans certains, ce qui fait que quand il vend pour vrai, c'est efficace, mais j'ai toujours trouvé Sami intelligent dans sa manière de vendre, puis d'incorporer ça à ses mouvements dans le match, puis faire que, ok, je suis pas capable de le faire parce que j'ai mal au bras ou parce que j'ai mal à la jambe, on me scelle la jambe depuis le début. Puis il tient tout le temps, tu sais, des fois t'as des gens qui scellent, mais ils le vendent 3 secondes, puis ensuite il marche comme si de rien n'était. Sami, il boite tout le long s'il scelle une jambe. Fait que j'aime bien Sami pour ça. Très cool. Moi, j'ajouterais Kenny Omega. Kenny Omega, je l'ai presque mis dans la liste, mais c'est pas tout le monde qui aime la façon qu'il vend. C'est très cartoonesque, c'est très gros, c'est très. Puis, mais oui, je suis dans ton équipe pour. On est tout le temps dans la même équipe anyway, ça puis moi, là, parce qu'on est calissement bon. Fait que, mais oui, excuse-moi, là, je m'emporte, là, mais pour quelle raison, toi, Kenny Omega, ça vient te chercher? Ben, il y a tellement des longs matchs, des matchs qui se build genre sur des 45-60 minutes, tu sais, les matchs avec Okada, plein d'autres matchs que... Puis il vend sur des gros moves, c'est juste parfait, on point, bien souvent. Je pense que justement le match à Montréal, à Collision, c'était Ethan Page. Moi, j'ai entendu beaucoup de monde dire qu'on va voir Kenny Omega live, tu vois, qui... Oh oui, live, c'était fou, moi. Tu vois qu'il est next level, tu sais. Ouais, ça, Max en avait parlé, là, qui disait que la façon qu'il se place pour la caméra, qu'il vend pour Exact, c'est ça. Très intelligent, effectivement, Kenny. Son sell sur le Moneymaker de Okada après leurs 60 minutes de lutte intense, là, le sell est tellement bien placé, puis il fait juste s'effondrer à terre. Fait qu'Okada peut pas connecter c'est beau, là, c'est bon. Elisabeth, est-ce que tu écoutes un peu New Japan? Est-ce que tu tiens au courant, la limite, de ce qui se passe là-bas? Ah oui, je me tiens au courant. Il y a Ben, j'écoute Wrestle Kingdom à chaque année, c'est sûr. Je me tiens au courant avec l'autre podcast, Les Antipodes de la lutte, qui en parle. Ça, peut-être que vous connaissez. C'est ça. J'aime le produit, mais je suis pas toutes les shows. Comme, rendu au G1, je me tape pas le G1. Je vais aller écouter certains matchs. Vraiment, c'est des incontournables. Fait que t'aimes quand même le style de lutte un peu plus japonais, plus slow burn, puis qui devient un peu plus intense, ou qui sont un peu plus strong style. 100%. Mais je pense que New Japan est dans une phase en ce moment où ils ont un creux. Oui. Ils ont perdu, tu sais, presque quand même il y a 5-6 ans, on avait encore justement les Okada, Omega, les Bucks, Cody était là, Kota Ibushi, qui dans son prime était incroyable. Will Ospreay qui là il est plus là non plus, tu sais. Fait que je pense qu'ils sont comme dans un creux présentement. Là j'ai vu que Jack Perry est là-bas, il est rendu avec le stable, que je me souviens plus le nom. Il est rendu dans je pense à House of Torture, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Avec Evil, puis avec J'ai aimé qu'ils ont joué dans les dernières semaines, mois, avec le flou de il est encore avec AEW. Il a déchiré son contrat à la New Japan, son contrat à AEW, mais tu sais que la AEW fait affaire avec New Japan. Fait que là, ils essayent-tu de comme le rebuilder là-bas pour qu'il devienne encore plus bon à la AEW? Je pense que oui. Ça se pourrait, parce que là, on s'entend que Jungle Boy, c'est fini. Là. Ah, ben oui, non. Il change de gimmick. Il pourrait plus revenir là.
c'est Jack Perry, peu On importe. était déjà en transition avant Mhm. l'incident, mais là, clairement, on ne reviendra pas avec ça Ouais, lorsqu'il reviendra. Yep. Puis c'est sûr qu'il y aimait ça. Vous êtes deux fans d'Eddie Kingston. Fait que tu sais, c'est Ah! très New Japan. Fait que, Ah oui. ça me surprend pas trop. Prochaine chronique, Pierre. On va être de Oui. ton côté. C'est quoi ta chronique cette semaine? Chronique bio. Donc, si vous aimez les carottes bio, si vous aimez les légumes bio, je suis là pour vous en vendre parce que moi aussi, je suis un des meilleurs vendeurs. Non. Chronique biographie. Et quoi de mieux que de profiter du temps du WrestleMania, toute cette vague de gens qu'on apprend qui vont être intronisés au temple, oui, de la renommée, le Hall of Fame. Donc, une petite biographie sur le grand Paul Heyman. Donc, Paul Heyman qui est né le 11 septembre 1965, qui est un manager de lutte professionnelle américaine. Bien évidemment, un ancien promoteur et dirigeant aussi de compagnie. Il est actuellement signé à la WWE. Il apparaît sous la brand SmackDown en tant que Wiseman pour Roman Reigns. Si vous suivez un peu le produit, j'imagine que oui, vous êtes au courant de tout ça. Heyman a fait ses débuts dans la lutte professionnelle en 1986. Il est devenu connu comme PDG et créateur ou Head of Creating pour Extreme Championship Wrestling ECW de 1995 jusqu'à sa fermeture en 2001, oui. Est-ce que tu sais si son entrée en lutte était en coulisses ou était plus derrière, devant l'écran en personnage? Je m'en viens vers là. T'en viens là? Tu veux tout Ok. savoir ça? Parce qu'avant, justement, avant de devenir propriétaire de ECW, il était manager, ça m'a fait rire, c'est manager sous le nom de Paul E. Dangerously ou Paul E. Dangereusement. Dans le World Championship Wrestling, donc la WCW, entre autres aussi dans, je pense, la NWA, il a fait quelques petits fédérations comme ça là, dans le temps qu'il y avait encore un peu là, des territoires et tout ça. À la WWE, Heyman a dirigé ou a été manager d'un nombre record de 6 champions du monde: Big Show, Kurt Angle, Rob Van Dam, CM Punk, Brock Lesnar et Roman Reigns. Donc, c'est lui qui détient le record d'avoir été manager du plus grand nombre de champions du monde. Heyman est largement considéré comme un des plus grands managers de l'histoire de la lutte professionnelle. Il a été intronisé au temple de la renommée du Wrestling Observer Newsletter en 2005. Ça fait quand même un élan. Puis il sera intronisé cette année, donc pendant les festivités de WrestleMania au temple de la renommée de la WWE. Il aurait été intronisé avant, mais c'est lui qui refusait d'être intronisé. Donc, d'après moi, ça fait depuis déjà quelques années qu'on l'incite, qu'on veut qu'il soit intronisé, mais c'est lui qui disait non, non, pas encore, c'est pas encore le temps. Je pense qu'il parle de même dans la vie. C'est pas là, c'est pas le temps. Si on revient dans le temps, on recule un peu. Heyman est né dans le quartier du Bronx à New York. C'est un New-Yorkais le 11 septembre 1965. Ça a l'air qu'à sa fête de 36 ans, c'était mollo. On va dire ça de même. Ouais. Heyman a décidé qu'il voulait travailler dans la lutte professionnelle quand il a vu Vince McMahon interviewer Superstar Billy Graham à la télé. Il a vu ça, puis il a fait comme hey, ça a l'air intéressant ça. Un gars qui parle comme ça avec un autre gars qui parle comme ça a l'air que ça l'a interpellé. T'sais. Il a commencé comme photographe à l'âge de 13 ans, Maxime. Il a même acheté son propre lab photo pour prendre des photos et tout le kit qu'il a besoin pour devenir comme photographe de lutteur professionnel dans New York. New York qui était comme la mecque de la lutte dans ces années-là. Fait que, il a fait... il a même son propre bulletin d'information, son propre genre de magazine, de Wrestling Time Magazine, puis il a même écrit pour d'autres magazines comme Pro Wrestling Illustrated, qui pourrait répondre à la question. Oui, il a commencé complètement en arrière, littéralement, d'une caméra, où il prenait des photos, il a été photographe. À l'âge de 14 ans, c'est jeune, il a commencé très jeune, à l'âge de 14 ans. Un passionné. Complètement. Il appelle Capital Wrestling Corporation, qui est comme la société mère du World Wide Wrestling Federation, la WWF dans le temps. Puis il obtient un laissez-passer pour les coulisses du Madison Square Garden, qui est son premier travail officiel en tant que lutte professionnelle. Puis c'est là qu'il réussit à photographier des grands lutteurs, ou des grands, pas lutteurs, mais des grands managers, surtout de la WWF à l'époque, Lou Albano, Fred DeBlacy et The Grand Wizard. Puis sans le savoir, il commençait déjà comme un peu trouver son personnage, ce qu'elle allait devenir dans la lutte professionnelle. Fait qu'en prenant des photos de ces gens-là, de ces grands managers-là,
il commençait à façonner un peu ce qu'il allait devenir plus tard, sans même le savoir. Il y a beaucoup de ses photos qui ont été publiées aussi dans le Pro Wrestling Illustrated. Fait que, pour un jeune adolescent, il était quand même très intelligent. Ensuite, il réussit à se faire engager et de travailler avec Jim Crockett, avec Dusty Rhodes, puis il apprend le métier de promoteur. C'est là où il réussit à vraiment apprendre comment tirer les ficelles, puis comment prendre sa place, puis comment diriger une compagnie. Il saute de promotion en promotion un peu. Il devient gérant de plusieurs lutteurs jusqu'en 88, où il travaille un peu plus intensément. Gérant pour vrai, là, pas à l'écran. Gérant, c'est ça. Oui, exactement, gérant backstage. Signé contrat. Oui, exactement. Il travaille encore en arrière de la caméra, pas manager de lutte, là, vraiment gérant, il travaille. Avec les lutteurs backstage. Puis il a commencé en avant de la caméra comme commentateur à la NWA et à la WCW, entre autres, où il a travaillé avec le grand Jim Ross. Entre autres, il a réussi à quelques moments être assis à côté de lui pour commenter la lutte. Fait que, je pense que c'est quand même une très bonne école de travailler avec Jim Ross. En 93, après un renvoi surprise de la WCW, il travaille comme booker à la ECW. Mais c'est pas la ECW que nous, on connaît. C'est la Eastern Championship Wrestling. Il travaille comme booker pour cette fédération-là pour finalement la racheter en 95 et la transformer en ce qu'on connaît de la ECW, donc la Extreme Championship Wrestling. Rendu en 95, il a travaillé en arrière de la caméra, mais il a aussi commencé à travailler en avant de la caméra. Il a été manager, entre autres, de Bam Bam Bigelow. C'est un de ses premiers clients qu'il a eu en avant de la caméra qui l'a géré. Il a aidé beaucoup de lutteurs comme Stone Cold Steve Austin dans le temps où il était avec, quand il avait encore sa belle grande chevelure blonde. En fait, à la WCW, il y a eu beaucoup de bons lutteurs qui, quand ils ont fait le saut de l'autre bord, sont devenus très over. Exactement. Mais qu'on dirait le pif de Paul Heyman était déjà bon. Ouais. Parce qu'il était mis, c'était comme tous des lutteurs qui étaient mis dans des positions low card à WCW, mais quand ils ont fait le saut, ils ont tous devenu des superstars. Comme pris toutes les skills que Heyman leur a donné ou comme tout ce qu'il leur a montré pour aller l'appliquer de l'autre côté. Puis c'est ça, Paul Heyman devient donc le chef, la tête de Extreme Championship Wrestling. Le reste, c'est l'histoire. Je n'irai pas en détail dans tout ce qui suit parce que c'est toute une histoire qu'on connaît. La ECW qui devient la troisième plus grosse fed pendant l'Attitude Era aux côtés de la WCW et la WWF. La WWF qui finit par racheter la WCW, oui, mais aussi qui rachète la ECW. Tout ce qui s'est passé dans le milieu des années 2000 et après ça, tout ce qu'on essaye d'effacer. On essaie de faire comme si la ECW n'existe plus maintenant dans WWE. Fait que, un peu un pan d'histoire qui est comme effacé, puis c'est malheureux. Quelques faits farfelus sur la carrière de Paul Heyman. Plus difficile à trouver des faits farfelus sur sa carrière parce que c'est comme un livre ouvert, cet homme-là. Il n'a rien à cacher. Lui, il met tout de l'avant. Il réussit à faire un work de tout ce qu'on lui met en avant de lui. Fait qu'il a commencé sa carrière comme photographe à 13 ans. Mais il a dû mentir sur son âge pour avoir son premier contrat. Donc, le premier contrat qu'il a eu à Madison Square Garden comme photographe à 13 ans, il a dû mentir sur son âge pour réussir à avoir une passe. Paul Heyman, dans le gros temps, dans le temps que la ECW était très, très populaire, était presque qu'une menace pour les grandes fédérations, la WWF lui donnait un montant d'argent par semaine pour utiliser quelques lutteurs de la ECW, des gars comme Too Cool Scorpio qui ont fait le saut, Rob Van Dam qui ont aussi fait quelques apparitions dans la WWF, même s'ils étaient signés officiellement avec la ECW, donc Heyman qui était sur le payroll de la WWF avant d'être un employé de la WWF, donc un tour de force de cet homme-là qui a toujours été, on dirait, un peu en avant de la game, qui était comme un peu en avant des modes, puis en avant de tout ce qui se faisait, qui a toujours été super, super wise, et c'est pour ça qu'on l'appelle le Wise Man maintenant. Paul Heyman qui mérite amplement sa place dans le Hall of Fame. Vous, c'est quoi vos impressions? Qu'est-ce qui vous laisse comme dans votre imaginaire, Paul Heyman? C'est quoi vos souvenirs de cet homme-là?
Ben, je peux commencer. Ben, Ah oui? moi, la première fois que j'ai vu Paul Heyman, c'était en 2001, pendant que Jerry Lawler était hors de la compagnie, que c'est lui qui a pris la place aux côtés de Jim Ross comme commentateur. Euh, et il a intégré aussi l'angle de l'invasion de 2001. Mais moi, déjà, juste la dynamique entre lui et Jim Ross, Ouais. c'était excellent. Ça valait quasiment genre Jerry Lawler. Puis non, les deux, ça me faisait rire à quel point Paul Heyman disait ouvertement qu'il détestait travailler avec Jim Ross. C'était juste pour la gimmick, c'était juste pour le personnage, c'était excellent. Puis après ça, ben moi j'étais là, le Raw après Mania en 2002 au Centre Bell lorsque Brock Lesnar a fait ses débuts. Ouais. Wow. Après ça, Heyman être avec Brock, j'ai vu je me souviens quand ils ont ramené ECW One Night Stand, la grosse promo que Heyman faisait sur le monde de la WWE, il est incroyable. Tu sais, tu disais tantôt, ça faisait longtemps qu'il voulait l'introniser et qu'il attendait le bon moment. Mais cette année, vu que c'est à Philadelphie, qui est comme Ouais. Exact. La maison mère ouais. la maison mère de la ACW, je pense que c'est justement la bonne année. Ouais, Puis un c'est très bon fit. amplement mérité pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Ah, ben oui. Définitivement. Puis, tu sais, Heyman, j'ai l'impression qu'il a toujours été bon, mais il était pas dans la bonne époque jusqu'à ce que, mettons, au milieu des années 2000, les réseaux sociaux arrivent. Mm. J'ai toujours vu Heyman comme un gars qui comprenait ce genre de... les fans, mettons, un peu passionnés. Tu sais, il faisait un produit pour les gens passionnés comme lui, mais plus fans, qui sont pas dans l'industrie. Mais à une époque, avant 2000, c'était pas nécessairement cette clientèle-là qu'on visait dans les grandes fédérations. On visait plus le casual fan ou tu sais. Puis les autres, ben, ils prendront bien ce qu'on veut. Il travaillait avec Heyman, le kayfabe avant de travailler avec le kayfabe, comme on le voit exactement. présentement. Là. Exact. Puis j'ai l'impression que avec l'arrivée des réseaux sociaux, là, il fait juste exploser encore plus parce qu'il y avait déjà cette mentalité-là avant que ça arrive, tout ça. Mais bon, on était pas dans une époque où ça fitait bien. Fait que il est comme arrivé au bon moment, à la bonne place, au bon moment aussi de sa carrière, où c'est au moment où il a le plus d'expérience aussi. Fait que, il y a un bon timing. Puis moi, je vais toujours me rappeler du pif de Paul Heyman parce qu'il y a quand même une bonne moyenne au bâton quand il décide qu'il met son stamp sur quelqu'un. Oui, évidemment, tu vas avoir des Curtis Axel. Qu'est-ce que j'avais pour dire Curtis Axel, là, ouais? Mais à travers tout ça, t'as tellement de grands champions que, tu sais, là, c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que ces gens-là auraient réussi si Paul Heyman n'avait pas été là, ou ils ont réussi, tu sais, Paul Heyman les a vus, puis Paul Heyman est juste bon pour voir le talent, mais moi j'ai l'impression qu'il est bon pour voir le hit factor, surtout. Parce dans la liste que j'ai nommée tantôt, peut-être le moins talentueux, c'est Big Show, mais Big Show dans son prime à WCW était aussi bon que... Puis ils ont tous des hit factors, souvent, les personnes avec lesquelles il va s'associer, puis pas, tu sais, on va souvent se dire c'est quoi le prototype que Vince aimait, ben, on l'a tous un peu en tête, ça ressemble à quoi. Alors que Paul, ça avait pas rapport au physique ce qu'il aimait. Ça avait rapport à quel point tu es capable d'être charismatique, captivant, puis que tu as quelque chose que personne d'autre a, puis était capable de cibler ces personnes-là, qui soient petites, qui soient grandes, qui soient des big men, des gars musclés. Il allait tout le temps chercher ce qui était unique chez les lutteurs, puis il s'associait avec ces gens-là. Fait que, tu sais, je vais toujours respecter beaucoup son pif de... C'est ça, tu sais, c'était Van Damme, Big Show, Stone Cold en début de carrière, Mark Calloway avant qu'il devienne Taker, Kurt Angle, Kurt Angle c'est plus simple, mais CM Punk c'était quand même un gros guess de dire je vais le pousser, puis c'est par le mic skill que CM Punk, puis par sa arme, puis sa passion. Fait que, puis Lesnar, ben là, évidemment, c'est un total package, mais il a quand même mis de l'avant, découvert, fait que poussé plus rapidement que ce qui aurait peut-être été. Mean Mark Calloway, qui s'appelait son personnage, sa gimmick. Puis je trouve ça toujours fascinant qui a été gérant d'un gars comme CM Punk,
qu'il n'y a pas besoin de gérant nécessairement CM Punk. Il est capable de se débrouiller tout seul avec un micro. Il est capable de se débrouiller tout seul dans des promos, dans le ring. Mais le pairing avec Heyman, moi, je l'ai pas vécu. Je n'écoutais pas la lutte à ce moment-là. Mais je peux juste deviner qu'avoir un duo, que peu importe à qui tu t'adresses, tu sais que tu t'es ramassé là, au micro. Ça doit être un tour de force de voir ce duo-là. Là. Ah, vraiment, ben à l'écran, c'est incroyable. Je pense que Paul Heyman a été plus meilleur dans l'association avec Punk pour naviguer dans le jeu de coulisses. Ouais. Que peut-être Punk qui était moins... Je sais pas. Un peu plus agressif, disons. Fait que Paul un peu plus diplomate dans sa manière de faire. Mais à l'écran, oui, c'était incroyable comme duo. Ça va rester des meilleurs, plein de très bonnes promos. Toute la confrontation Lesnar-Punk, moi j'avais bien aimé. Ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais ce 4-5 mois-là était quand même efficace avec Paul Heyman un peu aussi au centre de ça, vu que c'était ces deux poulains. Fait que mérité assurément, puis avec Philadelphie encore plus, un bon fit. Fait que d'avoir c'est sûr qu'elle c'est quelqu'un de très avant-gardiste aussi au niveau créatif. Ouais. Oui. Parce que avant même la Attitude Era, la ICW faisait déjà des choses justement qui... Il s'est fait voler, selon moi, cette gimmick-là par la WWE qui a vu que ça marchait à ICW. La création de la Extreme Championship Wrestling en 93, c'est une idée de Paul Heyman, c'est Shane Douglas qui gagne un tournoi pour le NWA, World Heavyweight Title, qui est un titre qui est prestigieux en histoire, qui à ce moment-là était vraiment dans un creux de vague. Il énumère les grands champions NWA du passé, des légendes, puis il finit en disant ils peuvent tous m'embrasser le cul ou manger mon cul, quelque chose comme ça, puis il garoche la ceinture, puis c'est comme ça que la Eastern Championship Wrestling est devenue la Extreme Championship Wrestling. Ça, c'est en 93, là, c'est avant, tu sais, on est dans une époque où qu'à la WWF, c'est le scandale des stéroïdes. Il se cherche énormément à l'écran. Il se cherche énormément, tu sais. Parce qu'on est dans c'était le bout bizarre fin des années 80 où c'était très un peu super-héros cartoon. Gimmick, genre un joueur mais là, on va être full... Exact, on va être full clean PG au début des années 90 à cause de tous les scandales. Fait que là, t'as comme... Puis de l'autre bord, t'as toute la compétition qui commence à être meilleure. Fait que non, assurément, je pense que ça a été... le début de l'Attitude Era, on l'associe peu à la compétition de la même époque, mais moi, je la vois en réponse, oui, de la WCW, mais la WCW, elle attaquait pas de cette manière-là. C'est la ECW qui attaquait ses angles comme l'Attitude Era a fait par la suite. Fait que, bravo, félicitations à Paul Heyman, amplement mérité. Amplement mérité. Tout ça pour s'en aller à notre 4e chronique. Maxime, qu'est-ce que tu as pour nous comme chronique cette semaine? Écoute, ça va être une chronique spéciale cette semaine parce que c'est quoi faire et quoi ne pas faire quand on va voir WrestleMania en personne, sur place. Fait que là, moi j'ai eu la chance d'aller à WrestleMania 34. À l'époque, celui à New Orleans, le deuxième. Moi j'étais au 23. Ok, ben parfait, ben tu vas pouvoir. Ben, t'étais il y avait vraiment un peu plus jeune. Il y avait vraiment moins de choses à faire. Là, probablement. Moi j'ai eu la chance d'être dans une ville quand même de party pas mal. New Orleans, je sais pas. Mais tu me diras si t'es d'accord avec ce que je dis. T'étais un petit peu plus jeune, mais peut-être ça fitait et tout. Fait que si jamais, je sais qu'on a jamais des fidèles abonnés qui vont justement à la WrestleMania, j'étais comme, pourquoi pas faire un petit checklist de qu'est-ce que moi je conseille ou je déconseille selon les activités que vous faites. Fait que d'abord dans les trucs à faire, là en premier, ça va juste être enjoy. Ok, si un jour on se rend à WrestleMania, si vous voulez aller à WrestleMania, que finalement vous le faites, c'était sur votre checklist, ben faites juste vous amuser. C'est tout, tu sais, pas le côté genre regret ou ça c'était un petit peu, tu sais, rien va être tout le temps parfait, mais faut juste enjoyer puis pas sentir comme la pression d'enjoyer, juste vivez-le, vivez le moment présent, soyez pas trop en se projetant trop loin là. Fait que vraiment d'être dans le moment présent, je pense que c'est genre un must pour comme triper. Puis une manière de faire ça, moi ce que je conseille, ça c'était faire, mais quoi ne pas faire, rester
moi, c'est mon conseil. Restez le plus vierge possible côté histoire, côté rumeur, côté... comme consommez le produit comment on vous le donne, mais faites pas plus de recherches sur les nouvelles, les news, les actualités, c'est quoi les plans après Mania, ces trucs-là. Mettez ça de côté, vivez vraiment le moment pour comment on veut vous le vendre. Smart. C'est ça. Moi je pense que ça l'aide à pas être déçu, à pas, on fait juste comment qu'on voulait nous le donner. Est-ce que tu parles du gros show de Mania ou disons il y a plein de petits shows indie alentour de faire il y a peut-être quelqu'un qui va popper up là, peut-être quelqu'un qui va popper up là. Fait qu'essayer de comme cibler les shows indie alentour pour essayer de voir Speedball McBeely parce qu'il va peut-être attaquer pas annoncé. Ça fait partie de ça aussi. Non, ça va être dans mes trucs à faire, cependant. Okay, mais moi je te parle au niveau des histoires, des storylines, de se dire ils s'en allent vers quoi, qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a peut-être des petits trucs qui sortent du show. Peut-être un peu du côté journalistique. Profite du spectacle, laisse ça de côté. Puis aussi, mettons, des fois, tu as des vidéos qui vont sortir un peu d'avance sur. Mania, c'est tout le temps un gros set, là, le décor de WrestleMania, tout ça. Alors, va pas regarder le petit vidéo qui te montre comment ils le construisent, qui sort d'habitude le dimanche matin. Là, c'est samedi-dimanche. Qui va sortir le samedi ou la veille. Reste vierge pour que quand tu arrives dans le stade, tu le découvres là. Pour se garder des surprises. Exact. Ouais. Tu veux toutes les surprises, tu veux les vivre quand tu es supposé les vivre et non pas les savoir. C'est quoi le savoir 6 heures d'avance? On s'en fout. Tu vas juste. En tout cas, moi c'est mon conseil là-dessus. Mais côté show indie, non, ça c'est dans les choses à faire. Parce que autour du WrestleMania Weekend, t'as beaucoup de scènes indépendantes qui se fait, de lutteurs indépendants. Et si t'es capable d'arriver quelques jours d'avance, le jeudi, le vendredi, il y a également d'autres shows, mais là, on s'entend. C'était à Mania, c'est pour aller voir Mania. Fait que c'est peut-être pas le samedi. Mais tu sais, le jeudi, le vendredi, le mercredi, il y a plein de shows. Moi, quand j'y étais à WrestleMania 34, j'ai eu la chance d'aller voir la Evolve. Puis genre, le line-up, personne n'était vraiment connu là, à cette époque-là. Mais tu sais, je vais vous dire la carte que j'avais. Moi, j'ai vu Darby Allin à ce moment-là. J'ai vu Keith Lee contre Darby Allin. C'est ça le match. Wow. J'ai vu Austin Theory. Qui n'était pas Austin Theory. J'ai eu Will Ospreay contre A.R. Fox. Mais j'ai vu Will Ospreay. Will Ospreay contre A.R. Fox. Wow. Excusez, je vois des séquences dans ma tête. Là. Okay. Exact. On est en 2017. Là. Qui d'autre que j'ai vu? Keith Lee et Darby Allin, moi, ça avait été un match que moi, j'avais capoté sur Darby Allin. Quand on parle de gars qui s'est scellé tantôt. C'est vrai? Ah, c'est vrai, j'aurais pu le mettre facilement dans ma liste. Extrêmement bon. Il y a eu Matt Riddle contre Zack Sabre Jr. Fait que tu sais, c'est des cartes que quand j'étais là, t'es connu un peu. Évidemment, Will Ospreay avait déjà. Quelques noms à l'intérieur avaient déjà leur réputation. Mais t'en as que Darby avait zéro réputation, était très indie, mais tu découvres comme ça. Keith Lee. Il y avait des rumeurs qu'il allait signer dans pas long. Fait que c'était probablement sa dernière run. Fait qu'il était un peu plus gros. Mais même les joueurs moins connus, tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Austin Theory n'était pas de grand-chose. Il commençait. Il regarde où qui est aujourd'hui puis où il va être plus tard. Je l'ai vu dans une salle avec 200 personnes. Là. Fait que ça... Matt Riddle venait de commencer à lutter. Exact. Il venait de terminer la UFC. Non, c'est des bons shows qu'il y a. C'est des belles cartes qu'il y a. On va peut-être pouvoir revoir ce match-là de Riddle contre Zack Sabre Jr. à la New Japan. Excusez, je t'excité. mais moi, non, ça sert dans mes trucs à faire. Fait que si t'es capable d'aller booker un ou deux shows indie, regarde un peu les cartes. Là, évidemment, essaie d'aller dans des fédérations, mais souvent dans des endroits plus petits aussi, puis t'as plus accès, puis ça te permet de voir des futurs superstars qui vont pour pas cher aussi. Là. C'est pas très cher des billets pour ce type d'événement-là. Fait que des fois, c'est un petit peu plus loin en périphérie. Fait que peut-être juste de se prévoir le transport. Parce que je pense que des fois, il y a des lois. Ben, pas des lois, mais dans le contrat avec la ville. En tout cas, moi, c'était le cas, je pense, à New Orleans. Il n'y avait pas le droit d'être à New Orleans en tant que tel. Fait que c'était comme dans les banlieues autour. Mais tu te prends un bus ou tu te loues quelque chose puis tu t'en vas le regarder. Ça a genre 45 minutes de transport. Un autre conseil que je vous dirais de faire, pendant tout le temps que vous êtes là, habille-toi en lutte, avec des t-shirts de lutte tout le temps. Parce que partout où tu te vas, il va y avoir des gens comme toi, puis ça va ouvrir des conversations. Fait que t'es dans le transport en commun,
t'en as 3-4, hey cool, tu vas là, oui, puis là, vous pouvez juste apprendre, puis c'est, tu sais, des rencontres un peu comme, si vous avez déjà été dans le sud, tu sais, quand tu entends quelqu'un parler québécois, tu finis par comme jaser avec, puis passer un peu de temps avec cette personne-là. Mais ça, c'est la même chose, mais version lutte. Puis dès que t'arrives, tu sais, ça dépend que t'arrives à quel moment, mais dès que t'arrives, commence à le faire, puis tu vas voir que plus la semaine avance, plus tout le monde a des chandails de lutte autour de toi, puis qu'on se reconnaît tous. Fait que ça, c'est un petit truc, un petit conseil, le fun. Juste pour partir des conversations. Puis des fois, t'as des effets de foule aussi, parce que quand t'es plein, puis que tout le monde dans le boss a un chandail de lutte, ben, t'as garanti qu'il y a des chaînes qui partent. Puis qu'il y a des chaînes qui partent dans la rue, tout ça. Fait que ça, c'est des beaux souvenirs, des beaux moments qui sont pas nécessaires, qui ont aucun lien avec le produit qui t'est donné, qui sont juste pour le fun d'être là, vu que des centaines, des milliers de fans qui sont dans une ville qui arrivent. Puis on s'entend à WrestleMania aussi, c'est les méga fans, fait que c'est tous les gens qui suivent le plus toute la scène de lutte en général, pas juste la WWE. Fait que t'as des belles conversations à avoir, tout ça. Vas-y avec des amis, famille qui trippent autant que toi. T'sais, si t'es tout seul qui trippe et que les gens font juste t'accompagner de force, c'est un peu plus fun. T'essaies de trouver un ami ou une amie qui trippe autant que toi. Ça l'aide aussi à pas. Moi, je pourrais dire. À pas qu'on se sente mal de comme, faire ces activités-là là, à travers le tout. Si t'es capable, arrive une semaine d'avance ou repart une semaine plus tard. Moi, je te dirais plus d'avance pour visiter. Parce que tu veux aussi, c'est un voyage, fait que tu veux visiter les lieux de la ville. Cette année, c'est à Philadelphie. Va faire les trucs qui sont le fun à faire à Philadelphie. Mais si tu es capable d'arriver un peu d'avance ou partir un peu plus tard, cause ces autres activités-là à ce moment-là. Comme ça, ben, tu te sens pas mal de comme. Consacre le week-end à la lutte à 100%, mais empêche-toi pas d'aller faire les autres trucs le fun qui sont à faire. Moi, notamment, on y était un petit peu une semaine d'avance. Une des activités que j'avais trippé à faire à New Orleans, c'était d'aller au Swamp. Fait que c'est comme les gros marais, tu te promènes en bateau. Vous voyez l'image, vous voyez pas, mais on a nourri des crocodiles qui te sautent de l'eau à côté de toi, du bateau. C'était tellement impressionnant. C'est une des activités que j'ai le préféré faire à WrestleMania, mais ça n'avait pas rapport à la lutte. Fait que va voir les activités qu'il y a à faire dans le coin qui sont le fun. Puis ose aussi certaines activités, découvre des trucs. Des fois, ça n'a pas tant un lien avec comme je sais pas, ta vision de la vie. Comme mettons, moi, à New Orleans, il y avait le musée du styromousse. Fait que, ultimement, c'est le musée du plastique, puis on est là, puis j'étais comme, bon, on va aller faire ça, c'est une des activités qu'il y a à faire dans la ville. Okay. Et finalement, j'étais comme, c'était quand même le fun. Fait que c'est comme plein de chars allégoriques qui ont été faits avec du styromousse, puis je suis comme, bah, ça fait partie de la ville, puis c'est ça. Ça doit faire grincher des dents, tabaslac, ce musée-là, quand du styromousse frotte ensemble. Ouais, ben c'est ça. Ben, en tout cas, ben, tu sais, c'était le fun. C'est pas le truc que j'ai préféré, mais j'étais comme, j'ai pu le vivre, puis c'était ça. Fait que même si c'est comme, je pense pas que je vais aimer ça, allez le faire. Un autre truc aussi, souvent, il y a dans les villes qui reçoivent, ils ont aussi d'autres types de gros événements à déploiement ou de sport aussi. Fait que même si t'es pas quelqu'un qui aime le sport, tout ça, va voir si t'es capable d'aller. Ça tombe aussi un peu en fin de saison, fait que des fois, c'est les derniers matchs avant les séries. Moi, quand j'avais été à New Orleans, j'avais jamais été voir du basketball de ma vie. Puis j'étais comme, je vais y aller, je vais aller voir du basketball. Fait qu'on s'est comme pogné des billets perchés dans le top du top, là. Genre, il y avait le mur en arrière de nous, là. Mais ça a coûté 30$. Ben on a vécu le moment. J'ai vu ma première de basketball. J'ai vraiment aimé ça. L'équipe était dégueulasse en plus des Pélicans à cette époque-là. Mais tu y vas juste pour vivre l'expérience. Fait que si t'as jamais été voir une game de hockey, ben, pogne-toi des billets dans le pit pour voir les Flyers, mettons, cette année. Même chose pour le baseball, même chose pour le basketball. C'est le genre de truc qui est le fun à voir. Fait que tu regardes ça pendant le moment que t'es là pour les billets. Puis ça fait permettre de faire une soirée où tu fais d'autres choses. Si vous arrivez, allez, ça c'est un conseil plus pratique, mais allez au magasin de la WWE qui ouvre. C'est un gros magasin qui est comme sur. Qui a beaucoup d'outlets qui est mis dans ce magasin-là. Puis allez-y tôt dans la semaine, avant. Fait que si vous êtes capable le jeudi, le vendredi, parce que c'est là qu'il y a le plus de produits. Quand tu arrives le samedi, dimanche, tous les produits les plus fun, les plus cool sont partis, sont en rupture de stock. Puis ils vont également, pour les événements comme WrestleMania, créer des trucs spécifiques. Puis, comme, attends, essaie de te trouver quelque chose qui va te rappeler que tu as vécu WrestleMania, mais qui te rappelle aussi la ville. Fait que moi, dans mon cas, je vais vous montrer ce que j'avais acheté, qui est comme mon souvenir bibelot. Mais j'ai acheté une petite tête. Oh, une petite tête comme ça. Oh, cool. Et c'est écrit genre WrestleMania avec New Orleans, tout ça. Nice. Bon, mon zoom marche mal, mais bon. Vous voyez un peu.
Fait que, tu sais, moi, c'est genre le souvenir que j'ai un peu bibelot, que je me suis mis. Il y avait 2-3 trucs comme ça là, qui étaient créés, puis ça faisait un lien aussi avec la ville. Fait que, pour le truc que la WWE a créé spécialement pour l'événement, un chose pour le gilet, moi j'ai choisi le KO Mania 3, ben, j'encourageais Kevin Owens, ben, des gilets spécifiques à l'événement, c'est le fun aussi. Fait que vas-y tôt, puis trouve les bons cadeaux. Ensuite, évidemment, c'est un voyage en même temps, fait que va au resto, prévois-toi un bon budget pour aller manger, là, puis visite, goûte des affaires que t'es pas l'habitude de goûter. Moi, c'est une manière de découvrir aussi le coin de pays. Le soir, essaie de trouver c'est quoi le nightlife, c'est quoi la rue du nightlife. Évidemment, un petit conseil pour 21 ans et plus, là, fait que si vous avez le droit de boire, tout ça, trouve c'est quoi la rue party. Fait que mettons, si t'es à Montréal, ça serait la rue Crescent, tu sais. Fait que tu te rends sur la rue Crescent, tu vas dans un bar, tu fais le party là, et tu vas voir, surtout le jeudi et le vendredi, les lutteurs ils sortent. Fait que tu vas te promener sur la rue Party, puis là, tu vas faire Hey, c'est-tu Randy Orton là-bas? Ben oui, c'est Randy Orton. Fait que tu sais, moi j'ai vu Elias comme ça, j'ai vu. Tu sais, c'est rare, t'as les top guns, mais des fois ça peut arriver. On avait. Bref, j'ai vu beaucoup de monde à l'époque 205 Live qui avait été présent. Plein de plus petits lutteurs aussi. Fait que c'est le fun. T'as des lutteurs indie qui vont faire le party dans ces trucs-là. Fait que trouve c'est quoi la rue Nightlife. Va faire le party là. Il y a plein de fans de lutte anyway. Fait que c'est le fun. Puis plus t'arrives tôt, plus il y a des chances que les lutteurs qui arrivent tôt à la ville soient là les premiers soirs. Fait que c'est quand même cool de les rencontrer dans ce contexte-là différent. Parmi les trucs, les mettons, must, là, moi je trouve NXT qui font. Je connais pas la carte, mais s'il y a un pay-per-view de NXT pendant ce Mania week-end-là, vas-y. Évidemment, le WrestleMania. Et le Raw après Mania. Pour moi, ça, c'est les 3 must côté spectacle, la WWE off. SmackDown, tu peux t'en passer parce que souvent, le SmackDown avant, c'est un rappel de toutes les storylines. Il n'y a pas tant trop de trucs en jeu. À voir cette année si ça sera différent, mais moi, c'était l'expérience que j'avais vécue. Que j'étais comme, bah, s'il y en avait un que j'aurais pu sauter, c'est SmackDown parce qu'ils vont pas faire tant de surprises. C'est souvent comme le pre-show du pre-show de la veille. Là. Fait que tout ce qui est low card va avoir un match à SmackDown, mais le reste, c'est des rappels d'histoire. Après, t'as le Hall of Fame aussi, c'est une soirée qui dure comme 5 heures. Parce que qui dure très long, puis le Hall of Fame aussi, dans mes trucs, si, à moins que t'es un méga fan de trucs, je trouve que c'est pas l'ambiance la plus tu sais, je préfère, si le Hall of Fame tombe en même temps qu'un show indie, choisis le show indie. Mais à moins que ton lutteur préféré est intronisé cette année-là, tu sais. Exact. Mais cette année, un Paul Heyman live avec un micro pendant 15 minutes. Mais c'est que tu vas pouvoir le regarder aussi, tu sais, même quand t'es pas. C'est qu'on dirait, tu sais, mettons, tu pourras pas aller au show indie qui est le même soir. Non, parce que c'est pas filmé rien. Mais le Paul Heyman, tu vas autant l'apprécier quand tu vas le regarder à télé ou sur YouTube après. C'est pour ça que je suis comme, s'il y a des trucs que vous êtes. Je dois choisir entre 2 choses. C'est des trucs que je ferais tomber. Des fois aussi, pendant le WrestleMania Weekend, il y a des accès VIP qui peuvent être mis. Il y a souvent une zone VIP aussi. Moi, c'était le cas. Où tu as comme accès, mettons, c'est des blocs de 3 ou 4 heures. Puis tu as accès à toute la zone VIP. À l'intérieur de cette zone-là, tu as des espèces de jeux. Fait que tu as comme des fausses entrées où tu peux te filmer toi-même puis faire une entrée. Puis là, c'est juste des trucs là. C'est un musée. Le musée de la WWE qui est installé à cet endroit-là. Puis là, tu peux voir comment était grosse la main de André le Géant qui est mis genre sur un truc. Puis plein de petits trucs comme ça. Ça, c'est quand même sympathique. T'as également, moi j'avais la chance, d'après moi c'est tout le temps comme ça, t'as un endroit où il y avait des enregistrements de genre un peu dark match, ça va être moi à mon époque c'était NXT qui se faisait, fait que t'avais comme des petits enregistrements de NXT qui se faisaient là, ou des dark match qui se passaient pendant cette période-là. Fait que tu vas voir, souvent c'est les lutteurs plus low card, mais c'est comme un enregistrement facile dans un contexte un peu plus petit. Autre que ça, t'as des lignes pour aller faire des signatures de lutteurs. Fait que là je te dirais, vas-y, va faire les lignes, mais prends pas le forfait extra pour avoir accès à un moment plus VIP. Puis souvent, c'est très cher, là, ces moments-là. Ça va être les lutteurs plus premium qui vont y être. Mais je trouve pas que ça vaut autant le prix parce que tu vas payer très cher pour comme avoir un 15 secondes avec un lutteur. Puis, fait qu'à moi que c'est comme ton lutteur préféré, puis tu vas ton idole, puis tu vas absolument le voir. Je
trouve que ça vaut pas tant la peine. Juste ceux gratuits à l'intérieur du VIP. Moi, j'ai eu Bray Wyatt qui était là, j'ai eu Gargano qui était dans les lignes où t'avais pas besoin de rien payer. Tu fais juste y aller, tu te mets en ligne puis tu peux le rencontrer. Fait que moi, je te dirais juste faire ça. Pour les spectacles, ouais. Excusez, l'année passée à Montréal, à l'Elimination Chamber, il y en avait une coupe de gratuits au Superstore. Ouais. Ça? Moi, j'y avais pas été, mais. Non, moi non plus, mais. Ben, moi, je pense aussi, c'est ça. C'est que regarde qui y va. Puis au pire, souvent, quand t'achètes ton billet, c'est pas annoncé. Fait que, tu sais, fais juste, tu y vas, prends ce qu'il te donne. Mais j'ai pas l'impression que le surplus de 200-300$ pour voir une personne spécifique en vaut tant la peine parce que c'est très cher. Puis tu peux les rencontrer d'une autre manière à travers ton week-end si tu y vas stratégiquement, comme je te dis, avec ça. Pour ce qui est des billets de show, le Mania, à moins que tu es ultra riche, tu vas mal voir. Tu vas regarder le show à travers l'écran, puis tu vas juste apprécier les entrées, puis le stage, tout ça. Fait que mets-toi d'un côté mets-toi pour que tu sois face au stage, pour bien apprécier le côté de grand déploiement qu'est WrestleMania. Mais le côté lutte, t'es trop... Peu importe où t'es. Moi, j'avais des excellents billets, là. J'étais genre début rouge, là, collé. Puis tu vois rien pareil, là. C'est des stades de football, c'est immense. Le ring, c'est petit. Fait que tu regardes le show de l'écran, fait que tu vas pas... Moi, le billet pour Mania, je pense que tu peux le prendre n'importe où, tant que t'as une belle vue du stage global. Mais pour Raw, puis pour NXT, qu'est-ce qu'il fait dans une arena? Essaie d'être d'un genre de rouge. Je sais pas si c'est les rouges partout, mais vous voyez pour ceux qui ont été au Canadien de Montréal. Fait que la première rangée dans les rouges. Côté caméra aussi. Fait qu'on te voit à l'écran. Je trouve que c'est là les meilleurs billets. Puis ça vaut plus la peine de dépenser pour le Raw après Mania pour avoir des bons billets. Parce que là, tu vois très bien. T'es dans un contexte aussi plus petit. Alors que le WrestleMania, c'est trop à grand déploiement. Fait que peu importe où tu es, le montant de plus pour être un peu plus bas ne fera pas une grande différence versus être plus haut puis voir la même chose. Là. Au final, on fait juste regarder l'écran la plupart du temps dans le Mania. Puis c'est l'énergie de la foule qui est le fun à Mania. Smart. Après, si tu achètes des cartes... Ah oui, ça c'est un conseil un peu pratique. Quand tu arrives, si tu as la chance d'arriver un peu tôt, va tout de suite t'acheter tes cartons si tu veux faire des affiches. Parce que si tu commences à aller chercher le samedi-dimanche, tu vas voir tous les magasins autour. Dans le centre-ville, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de cartons qui se vendent. Il n'y a plus rien qui se vend. Fait que vas-y en partant, achète tes cartons, puis fais tes affiches, les faire. Puis si t'es fait aussi, écris pas trop petit. Écris quand même gros, pas trop de mots, des chants faciles. Tu peux mettre des punchs aussi, mais tu sais, écris pas comme un long texte, un message, parce que on se voit mal. À Mania, on verra pas vraiment ton affiche. Cependant, pour les deux autres qui sont dans les arénas, là, ça vaut plus la peine d'y mettre. Après, dans les trucs peut-être à ne pas faire, je sais que c'est comme... C'est le fun, tu le partais, tout ça, mais bois pas trop, puis scrape-toi pas trop, parce que des fois, ça va te nuire à ta condition du lendemain. Puis, tu vas aussi juste avoir moins de fun, tu sais, genre, tu veux pas être malade pendant que tout ça se passe, puis tu veux comme rester là. Fait que, tu sais, bois, mais bois avec modération, puis consomme avec modération. Ça, c'est bon dans la vie en général aussi, hein, juste un ouais, mais particulièrement à WrestleMania, parce que c'est comme... Ça arrive pas à chaque année, tu sais. C'est sur 2 soirs à cette heure en plus. C'est ça, fait que, tu sais, soit sur le party, mais assez pour que le lendemain, ton réveil soit le fun, puis que la soirée de la veille, tu t'en souviennes, parce que c'est quand même des beaux souvenirs aussi. Tu sais, moi, parmi les trucs weird, il y avait genre un dude déguisé en Jake the Snake avec un serpent dans la rue. C'est la street principale, puis prendre des photos avec lui. Tu sais, c'est plein d'affaires de même qui arrivent, là, bizarres quand t'es là. Puis t'es plein de fans de lutte aussi, fait que c'est vraiment cool. Essaie de trouver aussi les bars qui ont des... qui ont comme adapté leur programmation pour ça. Normalement, les bars intelligents vont le faire, là, ils vont faire comme un spécial, c'est la lutte. Moi, une des places que j'avais bien aimé, c'était un karaoké, puis c'était juste les chansons de lutteurs. Oh, wow. On avait été là, puis là, tout le monde faisait des tunes de lutteurs, mais c'était les entrées des lutteurs, puis tout le monde chantait dans le bar parce qu'on connaît. Tu sais, ça, c'était un beau moment que j'avais vécu. T'avais un genre de grosse... C'était genre un genre de bar à la sur Saint-Laurent où tu danses. C'est un gros dance floor malade, tu sais, genre bourré, mais pour ce soir-là, il avait fait, c'est que des chansons de lutte qui jouent non-stop, fait que c'était comme un dance floor avec des chansons de lutte. Ça, c'était vraiment le fun aussi, fait que trouve ces petites activités-là qui sont là dans le nightlife. Puis va pas comme à la place qui disent que c'est cool, mais qu'il n'y a rien adapté pour Mania, ça va être moins le fun que les vraies places qui adaptent.
Puis, il m'en reste pas beaucoup, mais le Raw après Mania, pour moi, c'est le must, là, que tu devrais pas manquer. Comme, même presque plus que Mania. Mania, tu y vas parce que c'est Mania, là, mais c'était pour ça. Mais Raw après Mania, c'est le show pour moi qui était le plus fun. Je sais que l'an dernier, on en a pas eu un bon. C'est quand même rare. Mais moi, l'année que j'étais là, c'était le spectacle qui est plus fun parce que le WrestleMania, c'est 100 000 personnes à peu près. Là, fait que c'est du monde qui vient de partir. Il y en a qui viennent juste pour le Mania. Mais le Raw après Mania, c'est la crème de la crème de la crème de fans qui reste parce que c'est genre un 15-20 000 selon l'aréna où ils sont. C'est des méga fans. Les chaînes que tu peux partir dans un Raw après Mania, c'est comme pas un. Là. C'est super unique comme ambiance. Dès que quelqu'un trouve un bon flash, tout le monde embarque, tout le monde est full réactif. Puis c'est la dernière soirée aussi, fait que c'est comme la dernière place où tu peux laisser toute ton énergie, puis genre comme finir où t'as tout tordu ton énergie de fan de lutte. Puis c'est des gros shows aussi où souvent t'as des retours. C'est normalement c'est les débuts de ben du monde, là, comme tu dis, t'as vu Bill Lesnar à Montréal qui a commencé là. C'est des cash-in. Moi j'ai vu un cash-in au mien, fait que tu sais, il y a tout le temps des trucs qui se passent à ce Raw-là de l'habitude. Fait que moi, ce serait le truc que je conseillerais le plus dans lequel show à ne pas manquer. Plus que Mania même. Fait que, fait que c'était mon tour d'horizon. Fait que quoi, les choses à faire ou à ne pas faire à Mania. Fait que j'espère, si jamais vous y allez, vous avez peut-être pris des petites notes. J'espère. Regardez ça. Puis sinon, ben, je pense que ça peut s'appliquer à d'autres types de pay-per-view aussi. J'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que le Mania, c'est celui qui est le plus à grand déploiement. Fait que tu vois encore plus cet effet-là. Je pense que la ville aussi dans laquelle tu es, j'en joue pour beaucoup. Moi, j'ai été à un SummerSlam où Toronto, c'est plate. Toronto, c'est très plate parce que j'ai été voir SummerSlam à Toronto. Puis il n'y avait rien à faire. Comme on écrivait même, on avait pris comme un package, fait qu'on avait genre un agent qui nous aidait à faire, puis il était comme, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a pas vraiment rien à faire, il n'y a pas vraiment de rue de départ. Tu sais, la ville, on dirait qu'elle meurt après 5 heures, là, à Toronto. Fait que, des fois, la ville peut venir jouer, mais j'ai l'impression que Philadelphie, ça devrait être correct. Puis New Orleans, ben ça, c'était incroyable. Puis, justement, tu sais, les packages VIP, on en avait pris un pour SummerSlam. Puis, ça, j'ai l'impression que c'est ça partout, mais on a comme payé pour être justement avec Charlotte, qui est ta lutteuse préférée, et Dolph Ziggler qu'on rencontrait. Mais tu sais, on rencontrait dans un déjeuner, mais tu sais, qu'il y a tellement de monde que tu les rencontres pas. Là, tu fais juste la ligne. Attends, t'as déjeuné avec Charlotte? Mais tu déjeunes pas avec. Elle déjeune dans la même salle que toi, puis elle mais vient. Mais t'étais dans la même salle que Charlotte. Ben oui, mais on va voir des photos, mais c'est ça. Si c'est ton idole, vas-y. Mais sinon, t'auras pas une expérience exclusive. C'est pas un one-on-one, c'est comme... Ouais. T'arrives, tu prends ta petite photo, puis après, elle mange là-bas, puis... Fait tu sais, c'est pas si incroyable, puis ça coûte quand même cher, ce genre de truc-là, fait que... Mais, c'est ça, tout le reste qui coûte... Tu sais, mes trucs que j'ai eu le plus fun, c'est des trucs qui coûtent rien, fait que ça, je vous les donne. Je veux ajouter, tantôt tu disais... Le Superstore, tout ça, prenez-y vous de bonheur. À Toronto, j'ai eu la preuve parce que nous, on est allé le dimanche après-midi. Ah, c'est sûr, il n'y avait plus rien. Non seulement ça, tu sais, c'était, je sais pas si tu te souviens, SummerSlam, justement, c'était dans le centre des congrès de Toronto après un esti de labyrinthe incroyable. Et on arrive et ils viennent de le fermer il y a 5 minutes, genre. Dimanche après-midi, là. C'est chiant. Juste avant le show, je peux comprendre, là, rendu à 8 heures que tu fermes le Superstore, mais genre, dimanche après-midi, je sais pas si c'est parce qu'il n'y avait plus rien, mais... Ah, peut-être. Mais en tout cas, c'est justement... Allez-y tôt dans votre planning de semaine. Dès que vous pouvez, allez-y. Puis, t'as pas besoin d'y retourner 4 fois. Une fois, tu l'as fait une fois. Aussi, tu pognes les trucs que t'aimes. Puis... Quand il est pas fermé, là, ça vaut la peine. Exact. Fait que c'était ça. Très cool, merci. Merci, ben... Mais j'espère que tout le monde a pris des bonnes notes parce que oui, je pense qu'il y a des bons conseils là-dedans. Puis on va continuer avec notre dernière chronique, la chronique de notre invitée. Elisabeth, qu'est-ce que tu as pour nous comme chronique cette semaine? OK. Moi, j'ai un fantasy booking. Yeah. Je sais que vous en avez fait il y a quelques épisodes du booking par rapport à Mania. Ouais. Moi aussi, c'est du booking par rapport à Mania, mais dans une réalité alternative. OK. Parce que
Là, en ce moment, bon, on build beaucoup Cody Rhodes, Roman. Pendant un bout, on a failli avoir The Rock versus Roman. Mais moi, depuis quelques mois, le match que je veux voir, c'est CM Punk contre Roman Reigns. Mhm. Vous allez comprendre pourquoi. Mon idée, bon, premièrement, c'est dans un monde que CM Punk n'est pas blessé, que Cody Rhodes est pas over. c'est ça, c'est rien de ça qui s'est passé. The Rock n'est pas dans le portrait. D'emblée, CM Punk gagne le Royal Rumble. CM Punk gagne le Royal Rumble. Gros moment émotif, classique, pointe la pancarte. Il s'en va faire son main event de WrestleMania. C'est son but depuis si longtemps. Son retour, il l'a dit. C'était pour ça qu'il est parti de la WWE dans le temps. C'est parce qu'on l'empêchait d'avoir ce moment-là. À l'époque, il a quand même refusé un match contre Triple H à WrestleMania parce qu'il disait que ça lui apporterait absolument rien à sa carrière. C'est pas là. Un moment amer, je pense, de sa carrière. Non, c'est ça. Oui. Il était pas dans un bon état d'esprit, Punk, à ce moment-là. Et là, SmackDown suivant, par exemple, CM Punk entre dans le ring, dit qu'il a réussi son but, il sera du main event de WrestleMania et personne ne va pouvoir changer quoi que ce soit à cela. Mais il dit que c'est pas assez. C'est pas assez. Il veut gagner la ceinture contre Roman Reigns dans ce main event. Il veut mettre fin au règne de Roman Reigns. Yes. C'est lui qui choisit. Roman Reigns et Paul Heyman sortent sur la rampe. On pense qu'ils vont venir dans le ring, mais non, ils font juste rire. Ils rient de CM Punk et SmackDown termine comme ça. C'est bon. La semaine suivante, CM Punk ouvre le show. À Raw ou à SmackDown, on s'en fout parce que la storyline se passe partout. Il ouvre le show, il arrive au ring, il est en tabarnak, il est pas content. Il call out Roman Reigns, il dit « J'en viens pas que t'as osé rire de mon challenge. Moi, je te challenge pour ton titre, à part gagner le Rumble, et tout ce que t'as fait, c'est rire de moi. » Il dit « Ça me met encore plus de motivation à crisser une volée à gagner contre toi. » Et là, arrive Roman et le Bloodline. Roman dit, effectivement, j'ai trouvé ça drôle que tu me challenges, même ridicule. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai tellement pas peur de toi. Ça va être facile de t'humilier devant tout le monde. Sache que pendant que tu étais parti de la compagnie pendant 10 ans, c'est moi qui ai eu la compagnie sur ses épaules. C'est moi qui a fait un règne de 1000 whatever jours. J'ai pulvérisé ton ancien règne. T'es absolument rien pour moi. C'est bon. Tout ce que tu as fait pendant 10 ans, c'est d'essayer de toffer un petit 5 minutes dans un ring de UFC, puis t'as rien accompli d'autre. il balaye complètement du revers ce qu'il a fait à All Elite. Il en parle même pas. C'est pas important dans cette histoire-là, non. Et là, il dit, le Bloodline n'a jamais été aussi solide qu'en ce moment. Il n'y a rien que tu puisses faire. Moi, je vais te battre puis je vais passer à autre chose rapidement. Dans les semaines vers Mania, CM Punk, il bat Solo Sikoa individuellement. Il bat Jimmy Uso pour solidifier sa guerre vers Roman Reigns, son chemin vers le Tribal Chief, disons. Plusieurs promos, mais dans les semaines vers Mania, il y a une bataille de promo, mais une très importante, c'est qu'à un moment donné, CM Punk, il réitère qu'il va battre Roman Reigns dans le main event de WrestleMania, mais il dit, tu sais pourquoi? La vérité, Roman, c'est qu'il y a quelque chose à propos de moi que tu oublies en ce moment, puis ça va te coûter ton titre à WrestleMania. Match à Mania, Roman accompagné de Paul Heyman. Il s'agit d'un très bon match, très physique. Les deux se donnent à fond. Les deux essayent d'avoir le dessus, mais c'est un match très back and forth. Beaucoup de comptes de deux avec des kick-outs incroyables dans les dernières minutes du match. Ils n'en viennent pas à bout de l'autre. Il n'y a rien qui fait la job. Les finishers sont exécutés. Il n'y a rien qui se passe.
Mais des fois, il y a quelque chose qui fait le différent. Parce que quand Roman se fait piner, à chaque fois, on se dit Jimmy, Solo vont apparaître. Le Bloodline va intervenir. Mais il n'y a rien de tout ça qui se passe. Il n'y a rien de tout ça qui se passe. Et là, qu'est-ce qu'on n'a pas lors d'une mêlée entre les deux? Un ref bump. Autre mot à expliquer au lexique, c'est éventuellement, c'est une suggestion de ma part, by the way. Un ref bump, l'arbitre crisse le camp du ring, roule à l'extérieur. Et là, Roman semble reprendre le dessus, mais un gros coup dans les parties de CM Punk l'arrête. Le coup dans le pénis. Et là, CM Punk, contre toute attente, il se retourne vers Paul Heyman et lui demande la ceinture. Et là, sur le coup, Paul Heyman, il semble confus, mais il se met à rire et s'exécute. Il donne la ceinture à CM Punk. Oh. CM Punk frappe Roman Reigns avec la ceinture. Go to sleep. Heyman réveille l'arbitre. 1, 2 et 3. Roman Reigns perd son titre à cause d'un turn de Paul Heyman. Ah ouais! À WrestleMania à Philadelphie. Ah ouais! Pendant son introduction, Wall of Fame et tout, il sort face Heyman. Puis là, très bon. J'ai un petit après Mania parce que j'ai un petit bout d'histoire que je veux établir. Checkez bien ça. Le lendemain de Mania, on va avoir des explications, bien sûr. On va avoir des explications. CM Punk, Paul Heyman entrent pour débuter le show, puis là, ils se font huer. On solidifie là, que le monde n'est pas content. Il y a un heel turn qui s'est passé, un gros heel turn en main event de Mania. Les gens sont pas contents. CM Punk, il commence au micro en disant « Roman, je t'avais dit que tu avais oublié quelque chose d'important à propos de moi. Tu as oublié que je suis le original Paul Heyman guy bien avant que tu commences à lutter à la WWE. Paul Heyman était déjà de mon bord. Et c'est ça qui t'a fait perdre ton titre devant tout le monde. » Et là, Paul Heyman, il prend le micro. Il explique que Roman Reigns a été naïf de croire qu'il ne prendrait pas le bord de CM Punk entre les deux. Il dit, c'est moi qui ai dit à Jimmy et à Solo de ne pas intervenir dans le match en aucun cas et que c'était sur ordre du Tribal Chief. Et ils ont cru le Wise Man. Ils ont cru le Wise Man. C'est bon. Et là, le plan a marché. CM Punk est maintenant le champion incontesté de la WWE. Il y a un rematch à Backlash. Et juste avant, en route vers Backlash, Roman Reigns demande une stipulation. Il dit « Je me ferai pas avoir 2 fois. Je veux que Paul Heyman il soit banni du ring. » CM Punk répond « Parfait, mais en revanche, le Bloodline va être banni du ring. Puis on va voir c'est qui le vrai meilleur entre nous deux. » Mais, match à Backlash, match moins bon que celui à Mania, mais un finish important pour l'histoire parce que voici ce que j'établis. Roman Reigns est en train de prendre le dessus et semble être en mesure de gagner. Mais là, Spear sur CM Punk, tombé, 1, 2, 2 personnes en hoodie sortent Roman Reigns du ring. Disqualification. Roman Reigns gagne le match, mais CM Punk garde la ceinture. Et les 2 personnes sont dévoilées comme étant Bron Breakker et Cora Jade. Nouvelle version du Straight Edge Society. Ah oui! Et là, le lien est facile à faire. Cora Jade, lutteuse d'NXT qui, grosse encore fan une fois, de Punk. Dans ma réalité alternative, n'est pas blessée en ce moment. C'est la plus grande fan de CM Punk. Il
Il y en a qui ont sûrement vu la vidéo où elle est adolescente, elle rencontre CM Punk pour la première fois, puis son père lui explique à CM Punk que le straight edge, tout ça, ça a beaucoup inspiré sa fille à performer à l'école, puis que c'est une grande fan de lui, puis le lien est facile. Je suis convaincu que ça va se faire éventuellement, que ces deux-là vont être joints. Et Bron Breakker, ben c'est parce que non seulement c'est le chum de Cora Jade, mais ça prend un tough guy un peu dans le style de Luke Gallows, qui était à l'époque de la Straight Edge Society. Cora Jade pourrait même se raser la tête comme Serena Deeb l'avait fait à l'époque. Moi, je verrais vraiment une nouvelle stable, une nouvelle faction heel s'établir autour de CM Punk et Paul Heyman, parce que le Bloodline s'essouffle, puis parce que c'était tellement bon ce qu'il faisait avec le Straight Edge Society pendant une certaine époque. Juste le Rumble 2010, genre CM Punk qui sermonne les adversaires qui arrivent un après l'autre. C'est du bonbon. Je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Fait que c'est ça mon fantasy booking dans une réalité très alternative. Oui. Mais je pense que c'est la meilleure manière de faire perdre le titre à Roman Reigns, c'est un turn de Paul Heyman. Je suis d'accord avec ça. Puis après ça, mais ça le protège tellement. T'sais. Ah ben oui, puis après ça, de voir un Bloodline qui fait une run un peu plus face, ça peut aussi fonctionner, puis ils vont se lier avec d'autres mondes, puis ça continue, comme tu dis, l'histoire, ça continue un peu l'aura qui est en train de s'essouffler autour d'eux, tranquillement, pas vite, mais comme là, depuis, dans ta réalité, c'est ça, là, présentement, avec The Rock, ça continue de monter, mais ça reste que... surtout un turn à Philadelphie, avec CM Punk, ça serait, là, le pop, là. Oh, mon Dieu, que ça serait bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des turns dans le main event de Mania comme ça, là, tu sais. Mm-hmm. C'est excellent, puis c'est ça avec le Hall of Fame aussi, puis Paul qui se met. On va voir si, ben dans Storyline ça serait le cas, mais ça fit très bien avec le lien qu'il y a dans la ville, tout ça, qu'il soit quand même un rouage important de l'histoire durant le match. On va voir si ce sera le cas malgré tout cette année dans ce qu'ils nous ont proposé. Mais oui, j'aime bien ça, le côté Paul Heyman Guy. Moi, j'aimerais voir aussi peut-être Ben, je pense qu'on le sent, tu sais. Faudrait un peu comme il y a eu un moment, là, Lesnar, Roman Reigns, là, l'espèce de paranoïa de Reigns face à ce qu'il va turner ou il va pas turner. Toi, dans ton cas, je pense que tu le fais comme si on l'adresse pas vraiment. Mais je sais pas si ça serait peut-être pas plus intéressant de l'amener un peu aussi avec une paranoïa que Paul Heyman doit genre convaincre un peu le Bloodline que non, je suis vraiment de builder avant, mais est-ce que c'est pas genre juste out of nowhere qu'il y ait comme un build vers peut-être que... Solidifier le fait qu'il est vraiment du côté du Bloodline puis que le turn soit encore plus gros. Exact. Plus intense. Surtout avec un Heyman qui est capable de bien le jouer, là, tu sais, dire non, je vous ai eu, puis... Bien joué, tu dis, tabaslac. Ben, j'aime bien ça, merci Ellie pour ton fantasy booking. C'est le fun. Et c'est ce qui conclut cet épisode un peu spécial parce qu'effectivement, quand on enchaînait dessus les pay-per-views les dernières semaines, c'est on pas avait de faire aux autres, de prendre un peu plus de temps justement, de faire de l'analyse mais un peu plus large et faire des chroniques un peu plus larges aussi qui est moins collé sur l'actualité. Fait que on aimait ça, faire ça avec vous. Où c'est qu'on peut être suivi, Pierre? Je sais pas. On peut nous suivre partout. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter en bas, comme vous savez si bien le faire. Si jamais vous nous écoutez sur votre plateforme audio préférée, vous pouvez venir nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram pour venir nous jaser, venir nous parler. Il y a tout le temps un post qui est fait en lien avec notre épisode. Nos charmants thumbnails, là, nos montages un peu fait maison, que c'est moi qui fais. Je mentirais pas, là, c'est moi qui fais ça. Très beau. J'ai pas un gros background en graphisme, mais on se débrouille avec ce qu'on a. Bien content de ça. Forêt, moi, à chaque fois. Ah, merci. Sinon, c'est ça, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez...
on est là. Puis merci beaucoup, là, ça continue de monter. Mine de rien, on a atteint notre road to 1000 abonnés. Puis ça continue de monter quand même. On est rendu à quelque chose comme 1300. Est-ce qu'on pourrait se rendre à 2000 d'ici WrestleMania? On sait pas, mais ça serait un peu... vous pourriez nous aider à peut-être se rendre à 2000? On sait pas. Hey, il reste un petit peu moins que 2 mois. Moins d'un mois. Fait que 3 semaines à peu près. Fait que n'hésitez pas. Écoute, tout nous aide. Hein, fait que des likes, on commente, tout ça. D'ailleurs, sur les chroniques d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous dire, vous, qui vend mieux selon vous? Paul Heyman, des petits souvenirs, vos meilleurs souvenirs sur Paul Heyman, ce serait quoi? Si vous avez déjà participé à WrestleMania ou à un autre pay-per-view, est-ce que vous avez vous-même des conseils à nous donner? Mettez-les en dessous. Ça va nourrir la banque de conseils de quoi faire et quoi ne pas faire quand on s'en va à un pay-per-view live. Et si vous avez des commentaires sur le Fantasy Booking, n'hésitez pas à nous le mettre aussi. Gros merci tout le monde. Dans l'épisode d'aujourd'hui, hein. On parle beaucoup de Paul Heyman aujourd'hui. Mais tant mieux. Ça tourne autour de lui. Il mérite. Merci beaucoup, Ellie, de t'être joint dans notre folie. Je sais que t'es là tout le temps quand même. Ça fait vraiment plaisir. As-tu des trucs à plugger? Parler de lutte avec vous, c'est un plaisir. Je veux dire merci pour le podcast. Parce que même si j'ai pas le temps de tout écouter, vos analyses me permettent de bien scorer au questionnaire. Yes. Ouais, c'est ça. C'est de notre faute, puis grâce à nous en même temps, si tu réussis à péter le score sur le formulaire, la reine des formulaires. Good job. Oui, est-ce que tu as des choses, des shows, des projets à plugger? La meilleure chose, c'est de me suivre sur Instagram, Ellie où vous cherchez Elisabeth Picard. C'est là que j'annonce mes shows. Là, ce soir, je suis au Jockey. Ben non, on est samedi. Je suis au Jockey pour le Snowflake Comedy Club. Sinon, les shows s'en venir. C'est ça. Je pose des stories sur Instagram à chaque fois. Nice. Et venez me parler de lutte, ça va me faire plaisir. Oui. Yeah, fait n'hésitez pas à aller suivre nos invités. Ça les aide également. Fait que merci beaucoup tout le monde. C'était Max Perriard. Pierre Castonguay. Et Elisabeth Picard. Yeah! pour les sommeliers de la lutte. Ciao tout le monde.